Prud'homme. Louis vit en banlieue de Montréal avec sa conjointe et son fils de 12 ans. Il est artiste visuel et serveur de métier. Louis nous invite à une conversation autour du bienfait global que l'esprit du livre d'Urantia lui a apporté. Louis nous offre son témoignage un peu comme une pause, un peu humoristique, vous allez voir, il est un petit peu coloré, sur ses aventures et mésaventures de bipolaire, artiste, fervent croyant. Allez, Louis, à toi la parole. Alors, écoutez, comme je vous remercie de bien m'accorder votre attention. Je voudrais tout d'abord remercier Lynn et Gaétan, sans qui je ne serais pas ici ce soir. Pas juste parce qu'ils m'ont invité à faire cette conférence, mais tout simplement parce que quand j'ai appelé Gaétan il y a une vingtaine d'années, j'étais assez perturbé, assez troublé. Comme Lynn a dit, je suis bipolaire. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 22 ans. Dans ce temps-là, on disait psychopathe maniaco-dépressif, à tendance mystique. Ça paraît bien dans un CV, ça. J'ai vu la lumière 3 fois. C'est quand même assez rare. D'ailleurs, j'ai rencontré un deuxième psychiatre une trentaine d'années après, parce que mon fils avait un problème de déficit d'attention. Je m'étais dit, oh, ben, peut-être que c'est mon problème à moi aussi. Alors, j'ai voulu essayer de mettre ça au clair et je lui ai conté mon histoire. Il a regardé mon dossier, puis il a dit, vous savez, M. Prud'homme, félicitations, c'est rare les gens comme vous qui sont encore vivants à votre âge. Et je le dois essentiellement au livre d'Urantia et à Gaétan et à Lynn qui m'ont amené sur le chemin du livre. J'ai connu le livre en 1984, un an à peu près après mon premier épisode psychotique, qui avait été très lourd, très chargé. Ça avait été une expérience à la fois merveilleuse et troublante, parce que du jour au lendemain, j'étais passé de mécréant, athée, punk, désabusé, j'haïssais la vie, j'haïssais moi, j'étais un artiste rebelle, une vraie tâche, j'étais peu respectueux des gens, je buvais beaucoup, j'ai toujours bu beaucoup, mais à cette époque-là, vraiment beaucoup. Et sans entrer trop dans les détails, l'espace d'un après-midi, après qu'une personne très chère a démontré une certaine affection pour moi, je suis tombé dans une espèce de méditation profonde. Je retournais à la maison après l'école, puis un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je calme mon orgueil, que j'admette que j'avais besoin des autres, que j'avais besoin d'amour, que je n'étais pas capable de tout faire. J'ai comme réalisé, cette personne, Christiane en l'occurrence, avait démontré de l'intérêt pour moi, puis j'étais vraiment comme étonné, parce qu'elle, c'était la plus belle fille de l'école. C'était la blonde soleil, grand sourire, toujours positive, alors que moi, j'étais l'espèce d'artiste noir, gribouillon, très... Je ne pourrais pas dire méchant, mais peut-être un peu méprisant quand même. J'ai donc vu la lumière, soudainement. Ah, Dieu existe. L'amour existe. L'amour infini existe. L'amour infini est à la base de toute notre vie. Tout est dans tout. J'étais tellement heureux, je ne peux pas m'empêcher de vouloir partager. Hey, finalement, j'ai compris, j'ai vu quelque chose. C'était extrêmement exaltant. Fascicule 100 du livre d'Urantia, si vous allez voir autour de la page 1099, on parle de ça, les phénomènes d'autorévélation, le mysticisme, et on dit très clairement que c'est très dangereux. Ça peut mener à toutes sortes de dérives, et je suis très bien placé pour savoir que c'est vrai. Ça a mené à toutes sortes de dérives. J'ai perdu les pédales, en quelque sorte. Je suis devenu très confus. Les gens ne me comprenaient pas. J'essayais de partager ce message d'amour-là, cette révélation que je venais d'avoir. Je ne connaissais pas le livre d'Urantia à l'époque, évidemment. Et ce qui devait arriver arriva. Au bout d'à peu près un mois et demi, là, à presque pas dormir,
à parler sans arrêt de cet amour que je venais de découvrir, mais que personne ne comprenait. Et il n'y a rien de plus frustrant, parce que c'est difficile de trouver les mots pour parler de ça. Et je me suis donc retrouvé à l'asile, comme on dit, à l'hôpital psychiatrique, et je le souhaite à personne. Camisole de force, piqûres et autres médicaments abrutissants, là, rien pour t'aider. Je suis resté là à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Mes parents m'ont sorti, j'ai pu retourner à la maison, j'ai fini ma convalescence en regardant tourner le ventilateur au plafond pendant 1 mois et demi, 2 mois, puis tranquillement, les choses se sont apaisées. Je suis retourné travailler, je travaillais comme serveur, j'ai travaillé comme serveur depuis l'âge de 14 ans, tout en pratiquant mes ambitions artistiques. Et j'étais dans un drôle d'état. J'étais bien tranquille. Mais je me disais, on a dit, tout le monde dit, j'ai fait une psychose, j'ai perdu le contact avec la réalité, j'étais fou. Mais je suis une bien meilleure personne maintenant. Là, j'ai de la compassion pour les gens. Là, j'ai de l'amour pour la vie. Ce que je n'avais pas avant. Je détestais le monde, je détestais ma vie. Je trouvais ça pourri. J'étais pas comme dans la chanson d'Aznavour. Je jugeais le monde avec désinvolture. Non, non, je le jugeais avec agressivité et tout. Puis là, ben, j'étais apaisé. J'étais apaisé, mais j'étais pas entièrement satisfait. J'étais encore angoissé. Je comprenais pas ce qui m'était arrivé. Ça me semblait plus logique d'être une personne aimante qui croit en Dieu qu'un type matérialiste et égoïste comme j'étais avant. Mais on vit dans un monde matérialiste et égoïste. Alors, un peu moins normal. Finalement, 1 an après cet événement-là, j'ai rencontré par hasard un vieil ami de la Polyvalente, puis qui lui, je savais qu'il s'intéressait un peu aux choses spirituelles aussi. Et on a commencé à discuter. Je lui ai parlé de ce qui m'était arrivé, de mon aventure, entre guillemets. Et c'est lui qui m'a parlé du livre d'Urantia. Lui avait entendu parler du livre dans l'ouvrage de Jacques Weiss, La vie des maîtres. Alors, j'ai été acheter le livre d'Urantia. Très intéressant. Évidemment, je me suis garoché tout de suite. J'ai été lire la Rébellion de Lucifer en premier, puis Adam et Ève, puis toutes ces choses-là. Puis là, j'étais complètement estomaqué par ce genre d'histoire. Puis là, plus que je lisais dans le livre, je me dis, ah, ben, voilà une vérité sur la nature réelle du monde spirituel que je n'avais jamais vu avant. Puis pourtant, j'avais été quand même assez chercheur. J'avais tenté j'ai lu beaucoup sur la méditation, les philosophies hindoues, particulièrement Sri Aurobindo. Je m'intéressais au tarot. J'ai trouvé dans la moto morontielle quelque chose qui ressemblait un peu au tarot. Fait que ça m'a dit, ah tiens donc, il y a quelque chose là auquel me raccrocher. Et j'ai commencé la lecture du livre de manière de plus en plus approfondie. Un soir, j'étais chez ma mère, puis je lisais justement sur les archivistes célestes, la musique, les musiciens célestes et ces choses-là. Puis c'était tellement incroyable, je me dis, est-ce que ça se peut vraiment? Je ne dirais pas ce qui s'est passé cette nuit-là, mais j'ai été me coucher, puis le lendemain matin, j'étais comme pas mal sûr que ça avait de l'allure, puis que c'était peut-être vrai, le livre d'Urantia. Mais j'avais encore des doutes. Quelques mois plus tard, j'ai eu l'occasion de pouvoir me rendre à Chicago. J'ai été à la Fondation, à Chicago, carrément. C'est en 1987, à peu près, 88. Et là, j'ai rencontré 2 types qui travaillaient pour la Fondation, dont j'ai oublié les noms depuis. Il y en avait un assez costaud, puis un autre chauve là, qui ressemblait un peu à Alain Goldberg, là, pour ceux qui le connaissent. Et je suis ressorti quand même un peu déçu, parce que j'avais des questions sur le livre. Je voulais savoir d'où vient le livre, c'est quoi l'histoire. C'est même pas tombé du ciel, cette affaire-là, même si c'est signé par des commissions de médias, puis des Melchizedek et ainsi de suite. Et on ne répondait pas à ces questions-là dans ces années-là à la Fondation Urantia. On refusait même de parler des premières parties du livre. On se concentrait sur l'enseignement de Jésus. La vie et les enseignements de Jésus, ça c'est bien, c'est compréhensible. Le reste, c'est un peu ésotérique, là. On ne veut pas discuter là-dessus. Il y avait particulièrement là, les fascicules qui parlent des différences raciales et les races sangiques et puis ces choses-là. Je trouvais ça un peu curieux. Puis même encore aujourd'hui,
je vous dirais que c'est des fascicules que je ne donnerais pas à lire à un type d'extrême droite là, sans qu'il y ait vraiment un solide encadrement pour qu'ils comprennent très bien de quoi il est question, parce que dans le livre, vous le savez tous, tu es un peu obligé de lire au complet là, si tu veux vraiment comprendre chaque signification de chaque élément. Enfin, pour faire une longue histoire courte, j'ai donc quitté Chicago légèrement déçu. Je me suis quand même inscrit sur la liste des lecteurs. J'ai reçu différentes différentes lettres et autres invitations au cours du fil des ans. Et j'ai un petit peu mis le livre de côté. Après tout, j'avais été réconforté dans ma foi. J'avais une preuve que oui, il y avait une explication intelligente, que Dieu existait. Et puis, bon, tant pis pour le reste de l'organisation du livre du Rancia. Pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir cette conscience-là que j'avais peut-être capoté, mais que dans ce capotage, il y avait une parcelle de vérité. Et d'ailleurs, quand on lit justement à la page 1999 les différents aspects positifs et négatifs d'une telle expérience mystique, on dit bien qu'il y a des petits bouts, on voit des petits îlots de vérité, mais c'est confus, c'est perdu. J'essayais de mettre ça avec les bribes de religion catholique, les enseignements de Sri Aurobindo, les théories sur le tarot. Puis le livre du Rancia, lui, a vraiment unifié ça pour faire un tout beaucoup plus cohérent. Alors, étant réconforté là-dedans, j'ai continué ma vie. J'ai continué à faire des tableaux, à travailler comme serveur, ensuite comme guide touristique. J'ai eu une blonde, une autre. Par la suite, j'ai étudié en infographie. Et là, ça, c'est intéressant parce que dans mon cours d'infographie, j'ai rencontré un type qui venait d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et lorsque a terminé son cours, est allé ouvrir un studio en Côte d'Ivoire. Et il m'a invité, donc, à aller le rejoindre. Et là, ce qui était fantastique en Afrique, en Côte d'Ivoire, à tout le moins, c'est que tout le monde parle de Dieu. C'est ce sujet que je ne pouvais difficilement aborder avec mes amis ou les gens que je rencontrais à Montréal. Ben là-bas, tout le monde était ouvert à en parler. Alors, on en a parlé abondamment, j'en ai parlé beaucoup. C'était vraiment une expérience extraordinaire dans un autre pays, alors là, complètement dépaysant. Et j'ai donc refait le lien, ce lien spirituel-là. J'ai recommencé un peu à lire le livre du Rancia. Because annotation is disabled, it's like you need to upgrade the version to share the screen. Je ne sais pas, je viens d'avoir un drôle de message, là, je vais juste faire OK. Je vais continuer. Alors donc, ce premier voyage en Afrique, c'est un petit peu mal terminé parce que je me suis un peu chicané avec le gars qui m'avait accueilli. J'ai rencontré d'autres Canadiens là-bas qui travaillaient sur un projet de diversification des exportations agricoles. Et ils avaient besoin de graphistes, alors j'ai travaillé pour eux. L'autre, ça ne faisait pas son affaire. Mais finalement, j'ai fait quand même un assez bon lien pour retourner 2 fois en Côte d'Ivoire, faire des missions de graphiste et de direction artistique avec les gens du PPPDA qui donc, faisaient ce programme de diversification. Et c'est là qu'est arrivé le deuxième épisode, lors de mon dernier voyage en Afrique. On travaillait très fort, c'était très exaltant, très excitant. Et puis, un jour, il y a une très jolie jeune Française qui est entrée dans mon bureau et j'ai eu un flash. Comme à 22 ans. Le même flash. L'amour. Bon, ça n'a pas marché avec cette fille-là qui était la maîtresse de Yaya Djembe, qui était le patron des chargeurs, des containers du port d'Abidjan. C'est pas le genre de gars sur qui tu vas pas jouer dans ces plates-bandes. Alors, c'était pas si grave que ça, parce que ce qui était important, c'est que j'avais retrouvé le lien avec la lumière à ce moment-là, et c'était pas comme la première fois. La première fois, j'étais comme dissous dans le cosmos. C'était vraiment le grand tout. C'était une vision de l'amour universel, mais dans lequel je me fondais. Alors que là, c'était comme si le cosmos était entré en moi. Puis je sentais une énergie incroyable, une force extraordinaire. Et j'ai reconnu l'énergie, puis j'ai dit, ce coup-là, je n'irai pas à l'hôpital, c'est pas vrai.
La première fois, là, quand j'avais une figure de style pour l'exprimer, c'est un petit peu comme si on te donne une Formule 1 puis tu n'as pas ton permis de conduire. J'ai pris le clos, comme on dit en bon québécois. Je me suis ramassé dans le champ. Et pour compenser par la suite, j'ai compris qu'il fallait d'abord dormir. Parce que quand tu es sur un high, tu ne veux pas dormir. Tu es excité. Alors, il faut dormir. Il faut faire attention à sa consommation, beaucoup. Et j'ai réussi à passer au travers de ce deuxième épisode psychotique sans médication, sans aller à l'hôpital et en dérangeant pas trop de monde. Il y a une couple de personnes que j'ai pu froisser, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et je suis donc revenu à Montréal. Puis là j'ai fini de me calmer. J'ai eu le down qui suit toujours un épisode psychotique. Mais un down quand même assez doux. La dernière fois, j'ai vraiment été sur le carreau pendant 3 mois pratiquement. Puis là, ben, c'était correct. J'étais juste un petit peu fatigué. Mais ça allait bien. Il est arrivé toutes sortes d'aventures à côté de ça, là, pour faire une longue histoire courte. J'avais une blonde à Montréal, je me suis fait une blonde en Afrique. Les deux sont tombés enceintes. Les deux ont perdu leur enfant. Quand la blonde canadienne s'est rendue compte de cette histoire-là, évidemment, j'ai plus eu de blonde, je me suis retrouvé célibataire. Et je me suis donc loué un petit appartement. Je me suis trouvé un job de graphiste parce qu'en Côte d'Ivoire, ça ne pouvait plus marcher. Il y a un certain moment donné où je pensais même pouvoir rester là-bas, mais une intuition m'a dit non, c'est fini, tu ne reviendras pas. Et effectivement, je ne suis jamais retourné. La guerre civile qu'il y a eu à la fin des années 90 a totalement balayé le projet sur lequel je travaillais. Et ça a été la fin de cette histoire. Mais j'avais réussi quand même à traverser cet épisode-là sans trop de problèmes. Alors, je me suis remis au travail. J'ai repris ma pratique artistique que j'avais un petit peu délaissée à cause de mon travail de graphiste. Et j'ai donc préparé une série de tableaux que je voulais exposer à l'automne suivant, l'automne 99. Sauf que durant l'été, on avait un party chaque année avec une bande d'amis. On fait un grand party, puis on joue ça s'appelle le Lac Smith, là, qui est pas loin de Mont-Laurier. Et chaque année, on organise une partie de balle avec les gens du village. Alors, il y a des vieillards, il y a des enfants, on joue à balle molle. Et c'est un divertissement très sportif et assez rigolo. Mais il est arrivé durant cette partie-là, cette année-là, que tout simplement, un ballon frappé à l'entre-champ. Je cours pour attraper la balle. C'est bien important au baseball d'attraper la balle. Hein. Question de vie ou de mort. Le deuxième but, lui aussi, courait pour la balle. On s'est vu à la dernière minute. J'ai voulu l'éviter. J'ai glissé, je suis tombé. Je me suis cassé la jambe, le péroné et la clavicule en même temps. Ça a fait... C'est le summum de la douleur, je vous l'assure. Parce que j'en ai eu des accidents, des genoux cassés, des bras cassés, des côtes cassées. Ça fait partie de ma vie. Mais ça, c'est vraiment été le summum. Donc, je me retrouve à nouveau à l'hôpital. Puis en chaise roulante par la suite, parce que là, avec la clavicule et la jambe cassée, je suis lourdement handicapé. J'ai quand même du travail à faire. J'ai un travail de graphiste, j'ai mon exposition à préparer. Je me suis engagé, j'ai loué, je ne suis pas loué, mais enfin, j'avais pris des ententes avec le bar Le Boudoir pour faire cette présentation. Alors, malgré le handicap, malgré le fait que je sois confiné dans mon petit appartement de l'époque, j'ai réussi à livrer la marchandise autant au travail et à créer mes tableaux. Et juste avant que ce soit le temps du vernissage, j'étais capable de me lever de ma chaise roulante et j'ai pu donc assister à mon vernissage qui était un franc succès, je dois l'avouer. Quelques jours après, on avait encore une réunion de ma bande d'amis qui sont vraiment très rigolos et très solidaires entre eux. Et c'était dans un chalet dans les Laurentides, une ancienne chalet de bonne sœur ou de congrégation quelconque dont j'oublie le nom. Et le samedi matin, je suis parti marcher dans la montagne. Et là, j'ai fait une grande prière de remerciement au Seigneur. Merci. Merci de m'avoir aidé à passer au travers de cette épreuve.
Merci de m'avoir aidé à vivre autant mon travail que mes tableaux. Merci pour tout ça. Et je suis redescendu de la montagne avec une espèce de plénitude. J'étais quand même un peu fatigué. Alors, j'ai été m'étendre, méditer dans ma chambre. Et là, il s'est produit un événement très difficile à expliquer. Puis, encore là, je vous dis, c'est des affaires de fou, mes histoires. Moi. Je oublié ça ne s'explique pas. Mais j'ai comme senti des mondes qui se rejoignaient. C'était un sentiment tellement étrange. Et puis, à un moment donné, je me suis comme retrouvé devant Dieu, littéralement. J'ai entendu d'autres histoires de psychopathes, d'ailleurs, qui relatent aussi ce genre de relation-là. Mais je me suis retrouvé comme devant lui pour le remercier encore. Et je suis ressorti de ma chambre, alors là, complètement plein d'amour universel. Puis là, je connaissais le livre du Rancière à ce moment-là. J'étais capable de faire le lien que oui. Et j'ai appelé ce moment, j'ai dit, j'ai rencontré le petit homme qui a inventé l'univers. C'était tout petit. Tellement beau. J'ai essayé de partager ça avec mes amis. Il faut dire que ça a été un grand succès, mais je me suis pas retrouvé à l'hôpital au moins. Et j'ai vécu pendant à peu près 3 semaines, un mois, avec une espèce de sensibilité à fleur de peau. Je pleurais quand il y avait, aux nouvelles, il parlait d'une mère qui avait perdu son enfant, je pleurais. Quand il y avait tous comment dire, tous les tracas du monde me touchaient. J'ai ressenti d'autres choses très étranges. Et puis là, j'ai ressenti le besoin donc de consulter de nouveau. Mais je ne voulais pas aller voir un psychiatre athée, matérialiste, scientiste. Alors, en faisant des recherches sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait une association québécoise des lecteurs du livre de Rancia. J'ai donc écrit à Gaétan pour lui demander s'il connaissait un psychologue, un psychiatre qui était connaissant des choses du Rancia, puis avec qui je pourrais parler de ma situation, mon problème. Et Gaétan m'a répondu, le meilleur psychiatre, c'est Dieu. J'aurais préféré une réponse un peu plus terre à terre, là, honnêtement, mais il avait raison. Il avait raison, puis je me suis tourné vers Dieu, mais je me suis aussi tourné beaucoup vers les groupes d'études. Et là, dans les groupes d'études, enfin, j'ai pu parler avec des gens qui ne me prenaient pas pour un fou parce que je croyais en Dieu. C'est un fou pareil, là. Je demeure une personne un peu bizarre. Là. Mais au moins, je pouvais communiquer et approfondir. Parce que j'avais lu le livre du Rancia avant, mais entre le lire et vraiment entrer dans le texte comme on le fait dans un groupe d'études, c'est quelque chose de complètement différent. Et ça a été excessivement formateur. J'ai pu ainsi mieux me stabiliser, mieux organiser mes idées spirituelles, qui étaient un peu très intuitives, mais là, j'avais un cadre. C'est le livre du Rancia, c'est une merveilleuse boîte à outils. C'est une carte de l'univers. Et plus qu'on en prend conscience, plus qu'on travaille sur ce lien avec l'ajusteur qui est en nous, c'est plus qu'on devient une bonne personne, qu'on devient plus efficace, plus amoureux dans le service, dans le partage. Alors, tout ça a été extrêmement formateur pour moi. Par la suite, j'ai rencontré ma blonde actuelle, Nathalie, avec qui on a eu un enfant quelques années plus tard. Et j'avoue que j'ai un peu. Lorsque Laurent est né, ça a été un peu compliqué de continuer à faire des groupes d'études, ces choses-là, avec le travail, les responsabilités familiales. J'ai mis ça un peu de côté. Je vous le vois honnêtement, ça fait très longtemps que je ne me suis pas assis pour lire les livres du Rancia. De temps en temps, je participe à des discussions comme ça, puis on discute sur des passages. Mais le plus important pour moi, ça demeure cette conscience quotidienne du service de Dieu, du service divin, du service auprès des hommes. Je travaille comme serveur, je travaille comme barman.
on pourra dire facilement que, bon, tu es un expert en service, mais là, c'est pas du service désintéressé, tu veux du pourboire. Hein? Mais laissez-moi vous dire quand même que le serveur qui travaille juste en fonction de son pourboire, ben, il n'en fait pas beaucoup de pourboire. Il faut que tu donnes gratuitement avec un amour, de certaine manière, désintéressé, parce que les clients ne sont pas tous agréables. Il faut les servir aussi également, peu importe, qu'ils soient gentils ou beaux, ou pas fins. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'en occupes. Et la récompense vient, oui, sous forme de pourboire. Alors, effectivement, ce n'est pas exactement le don de soi gratuit comme on parle dans le livre du Rancia, mais sans l'apport du livre du Rancia, sans cette conscience que nous sommes tous frères et égaux, que nous avons tous besoin de nous supporter mutuellement, particulièrement ceux qui, justement, sont un peu plus carrés, un peu plus difficiles. Il faut en prendre encore plus soin, parce que sinon, ils vont être pires. Tout aussi bête que ça. Et c'est pour ça que le livre m'accompagne toujours dans l'esprit, à défaut de toujours l'avoir sur ma table de chevet pour le consulter. C'est bon, ça fait déjà une demi-heure que je parle, c'est pas mal. J'avais l'intention de vous parler un peu de mes recherches artistiques et de comment le livre les a influencés, mais ça semble un petit peu compliqué. Je vais voir si je peux pas faire un... Voilà. Je vais faire un share. Je vais essayer de faire un share. Je ne sais pas si ça marche. Est-ce que vous voyez... On voit, oui, on voit. Je vois le tableau, parfait. Ça, c'est un des premiers tableaux que j'ai fait. J'avais à peu près 19 ans, 20 ans, première année au cégep. Et c'est ce tableau, c'est un peu moi, là, cette femme qui dort. J'ai un côté féminin quand même assez fort. Là. Je ne veux pas embarquer dans les détails de ma vie sexuelle, mais vous comprendrez. Sauf que ce tableau, c'est un petit peu moi, c'est cette femme endormie. Et puis, ces lignes qu'on peut voir dans le ciel, je ne savais pas sur le coup, mais par la suite, j'ai interprété ça comme étant un peu les courants d'énergie qui sont invisibles habituellement, mais qui peut-être sont là. C'est un tableau très typique que j'ai fait quelques mois avant mon premier épisode. Ça s'appelle La ballerine menstruée. Alors, il y avait tout de suite l'aspect provocateur de la chose. Et surtout, c'est un tableau avec lequel je mélangeais de l'alkyd et du latex, ce qu'on ne fait pas. C'est toujours avec le bon esprit de contradiction de l'adolescent attardé que j'étais. Ah ouais, ça se fait pas, moi le faire, moi. Je l'ai fait et puis ça a marché. C'est un tableau qui a obtenu beaucoup de succès. Ici, c'est un tableau que j'ai fait après mon premier épisode. Et là, c'est très clair, c'est l'éblouissement. Ce personnage encore féminin, un peu androgyne, qui me représente. C'est cet éblouissement-là que j'ai voulu transmettre dans le tableau. Mais je ne connais pas encore vraiment le livre du Rancia à ce moment-là. Là où le livre du Rancia va avoir, bon, encore ici, ces jeux avec les lignes dans l'espace pour suggérer un mouvement peut-être pas spirituel, mettons. Mais pour ça, j'ai voyagé en Espagne. Ça, c'est une murale que j'ai faite. Pas de grand rapport avec le livre du Rancia encore, mais ici, un peu plus. Je ne dirais pas jusqu'à dire que j'ai voulu représenter l'ajusteur de pensée dans ces personnages à l'intérieur, mais le tableau s'appelle Les enfants vieux. Les enfants qui ont déjà en eux la conscience de l'âge. Les enfants qui sont un peu démunis, qui te regardent. Dans ce tableau de 1994 à peu près, il y a Alien in the City, l'étranger dans la ville, cet être qui vit dans la ville, cet être qui vit en nous, ce thème qui revient. Un de mes tout derniers tableaux classiques, schizophrène avalé par son sofa. Ça en dit long sur la condition mentale que j'avais à cette époque-là. Les tableaux, on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est un peu un voyage, un peu un dialogue avec notre subconscient, puis il y a des choses qui ressortent sans nécessairement qu'on y pense au premier abord. Ici, on est plus, par contre, près d'une inspiration directe du livre du Rancia.
L'idée de faire une série sur le chiffre 5 m'était venue dans un cours d'histoire de l'art. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Ça commençait seulement. Et là, maintenant que j'avais suivi mon cours de graphisme et que j'avais une maîtrise assez grande des différents logiciels, j'ai dit, tiens, je vais ressortir cette idée du chiffre 5 et de l'exploiter avec l'ordinateur. Pourquoi le chiffre 5? Parce que c'est l'union de l'angle et de l'arc. C'est l'union des opposés ou des complémentaires. La ligne a deux choix. Elle peut aller en ligne droite, elle peut aller en courbe. Le 5, elle y représente les deux. Dans plusieurs traditions ésotériques, on définit le 1 comme étant la volonté, la ligne, l'initiale. Le 2 comme étant la sagesse, la forme féminine. Le 3, c'est la reproduction. C'est l'impératrice dans les tarots, c'est la femme enceinte. Le 4, c'est toute l'expression donc des différentes possibilités de la ligne droite. Et le 5, ben, c'est l'union des deux. Quand on le réfléchit, évidemment, on se voit. Quand on se voit, on est capable de changer de point de vue parce qu'on a de l'esprit. C'est ainsi que je l'interprète. Ces trois signes qui, si on les met vraiment un à côté de l'autre, très très près, représentent un peu un personnage qui serait en train de faire une prière plutôt à la musulmane, hein, vers le sol. Mais c'est pour ça. C'est thèse, antithèse, synthèse. C'est reproduction, réflexion, rotation. C'est pour moi, c'est sûr que dans le livre du Rancia, on représente la Trinité par les trois cercles concentriques. Et pour moi, c'est comme une forme d'expression d'une vision personnelle, la Trinité, puisque pour moi, ça représente Dieu, l'union des opposés, sa réflexion, le Fils, et la possibilité de faire exactement l'opposé, l'esprit mère universel qui les entoure. J'ai voulu essayer d'aller le plus loin possible. On voit ici sur cette petite charte-là pourquoi le 5 plus que les autres, parce qu'il offre beaucoup plus de possibilités graphiques que les autres. Et j'ai voulu essayer d'aller le plus loin possible. Alors, ça, c'était une des premières études de base que j'ai faites, toutes les différentes possibilités. Un peu comme dans le livre du Rancia, quand on dit au tout début, il y a le paradis, il y a le Père, la Mère, le Fils, il y a la sphère du Père et du Fils, la sphère, pardon, de la Mère et du Fils, la sphère du Père, du Fils et de la Mère. Alors, on voit bien qu'il y a comme une espèce de développement mathématique là, à la base même de l'univers, autour du paradis, par ces différentes combinaisons qui vont à l'infini, jusqu'à enfin, à l'infini dans Avona et par la suite à l'infini dans l'univers matériel. Je ne veux pas dire que j'ai essayé de reproduire ici à Bona, là, mais c'était un peu dans cette même logique, si vous voulez. Et voilà, une forme très simple d'unification. Il y a juste des 5 là-dedans. Eux sont superposés. Alors, ça fait un petit bonhomme les bras en l'air. Je voulais aller plus loin. Alors, des formes de plus en plus complexes. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, ben, là, j'ai pas juste ma ligne. Tu sais, oui, j'ai fait une ligne assez forte, mais je peux jouer sur l'épaisseur de la ligne. Et là, j'ai quelque chose de complètement différent. On ne peut pas vraiment dire que c'est un 5, ça, là. Mais pourtant, c'est juste des 5. Et par la suite, j'ai fait une manipulation. Bon, dans un logiciel de dessin, là, pour faire une histoire courte, vous avez une case dans laquelle vous définissez la ligne, l'épaisseur de la ligne, la couleur de la ligne. Et puis, il y a une autre case dans laquelle vous définissez l'intérieur, le remplissage. Alors, si on prend un 5, et puis que plutôt que d'en faire une ligne, on en fait un remplissage, mais on se retrouve un peu avec cette forme-là. Un genre de cercle pas complet et un genre de triangle au-dessus. On les met un par-dessus l'autre. C'est encore un 5, mais c'est complètement autre chose. C'est comme plus dense. Un peu comme nous. On est dense alors que les anges et Dieu sont subtils. On voit ici le jeu tout simplement avec des lignes blanches et des 5 qui sont pleins. Ici, c'est une petite tentative là, pour faire un effet d'optique à partir des modèles. Et d'aller de plus en plus loin, ben, à un moment donné, c'est ça. Alors ici, cette forme-là est faite uniquement avec des 5. Si je le reproduis et que je le répète, tourner sur lui-même, ben, j'ai une pièce en 3D. Donc, je suis capable de faire
les pièces du jeu d'échecs ici, dans cette démonstration. Toujours plus complexe. C'est juste des 5, ça. Mais on atteint encore plus de complexité puis d'illusion d'optique. Toujours dans la même veine. Et ça va clore un peu le dossier du 5. Quand j'ai exposé ces tableaux pour la première fois, comme je vous l'ai dit, ça avait été un assez grand succès. J'ai eu cette fameuse marche ensuite dans la forêt qui m'a grandement, dans le bois, qui m'a vraiment illuminé, comme stabilisé, confirmé pratiquement pour toujours ma foi et mon espérance d'une vie éternelle. Et j'ai donc repris les modèles, j'en ai fait des tableaux, de plus en plus de tableaux. Si j'avais fait avec des tampons, je me suis fait des tampons. J'ai passé que je trempais dans la couleur, puis que je trempais sur la toile ensuite. Et il est arrivé un événement, j'ai vu, quand j'ai eu, ça c'est le dernier point positif, quand j'avais fait mon exposition des tableaux de 5, la deuxième exposition que j'ai faite en 2005 d'ailleurs, j'avais une chroniqueur culturelle qui était venue voir l'exposition sur une galerie sur la rue Marianne. Elle a dit « Oh, c'est beau, c'est beau, tu devrais aller à la galerie Clair-Obscur. Ça va être vraiment bien, c'est une belle place pour toi. » Alors, j'ai contacté le type de cette galerie, j'ai été exposer mes tableaux. Au bout d'un mois, l'exposition était terminée. J'avais vendu pour environ 4 000 $ de tableaux. Ça me permettait de rentrer dans mon argent parce que ça m'avait coûté 1 000 $ pour exposer. Mais le gars fait faillite. Alors, j'ai plus d'argent. J'ai tout perdu. Et ma blonde est enceinte. Laurent est né quelques mois après. J'ai serré mes pinceaux, j'ai fermé l'atelier, j'ai tout oublié ça. Mais dans l'exposition précédente, par contre, qui avait été un grand succès, j'avais eu un high, mais sans aucun débordement, comparativement aux autres fois. J'avais ressenti la plénitude, la satisfaction d'un travail accompli, mais sans, un peu rêveur peut-être, là, mais sans aucune, exagération ou débordement. Alors, ça me prouvait quand même que j'avais réussi à contrôler mes highs, ce qui est le plus important pour une personne bipolaire, parce que tu ne veux pas te passer de tes highs. On aime ça être high. Il ne faut juste pas être trop high. Parce que là, plus t'es high, plus que t'es down quand ça tombe, et ça finit toujours par tomber. Et je n'ai plus jamais revécu depuis. Ça a été la dernière fois là, que j'ai ressenti un peu ce phénomène du high. Et depuis ce temps-là, c'est plus arrivé. C'est très stable. Je vis au jour le jour parce que à chaque jour, ceux qui s'appellent. Et le lendemain, demain s'occupera de lui-même. Mais après 2 ou 3 ans à ne pas produire de tableau, parce que j'avais été vraiment déçu par cette expérience, je ne pouvais pas m'empêcher, c'était plus fort que moi. Il fallait que je me remette à faire des œuvres. Et vu que je travaille comme serveur, que je sers beaucoup de vin et que je ramasse beaucoup de bouchons de liège, ben, je me suis dit, tiens donc, je vais essayer de faire des tableaux en bouchon de liège. Alors ça ici, c'est un peu comme un classique pinboard, comme on dit. Mais je voulais vraiment pas que ça ait l'air de l'artisanat. Je voulais que ça soit des œuvres d'art. Alors j'en ai fait un plus grand. Ici, on sent comme une espèce de ville, si on veut, sur le bord de l'eau, ou un pont. Enfin, c'est pas très important, mais l'idée, c'est que la moitié des bouchons qui sont ici, c'est la moitié des bouchons qui sont là. Alors, c'est comme une manière de voir l'ensemble des deux côtés en même temps. Faire le tour de la question, en quelque sorte. Alors, ça, c'est un tableau que j'avais fait durant le printemps érable, il y a quelques années, donc Peace and Freedom. Et puis là, j'ai commencé à avoir beaucoup de bouchons. Puis là, c'est là que je voudrais faire un point. Faire des tableaux en bouchons de liège, il n'y a rien de facile là-dedans. Ne serait-ce que trouver des bouchons. Et je tiens à remercier tous les gens qui m'ont donné des bouchons. J'ai fait un appel à tous. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose de la fraternité humaine. Merci à mes amis qui ont ramassé leurs bouchons, qui me les ont donnés. Il y a certains qui me sont arrivés avec des sacs complets de bouchons. Vous n'avez pas idée du nombre de monde qui ont voulu ramasser des bouchons de liège pour faire quelque chose, puis qui n'ont vraiment rien fait avec.
et qui se sont retrouvés dans mon atelier ensuite. Alors, ayant beaucoup de bouchons, j'ai pu réaliser ces portraits. Ça prend énormément de bouchons pour faire un portrait comme ça. Là, ça prend au moins 1300 bouchons pour remplir un cadre comme ça. Alors, merci à tous ces gens-là. Et j'ai donc pu poursuivre cette recherche, d'abord avec ces portraits. Et ici, le portrait s'appelle You and I. C'est sur les personnes divorcées qui sont séparées. C'était en l'occurrence Nigella Lawson et Charles Saatchi. Qui étaient séparés, mais qui étaient encore unis dans les médias britanniques parce que M. Saatchi avait donné une gifle à madame et ça avait été capté par les photographes, les paparazzi. Et c'était donc une manière, ces deux tableaux vont ensemble inévitablement parce que c'est une manière de représenter, même si tu penses que tu es séparé, tu es encore uni. Et c'est pour ça que lui la regarde, même si elle cherche à éviter son regard. Ici, encore une fois, deux tableaux en opposition. J'aime bien ça, mettre les choses en opposition. Vous avez ici d'un côté un tableau que j'appelle In Vino Veritas. C'est comme une musulmane qui te regarde au travers d'un verre de vin. Ça, c'est inspiré vraiment de mon travail de serveur parce que j'en ai servi des personnes musulmanes, très, très gentilles par ailleurs, mais qui me demandaient tout le temps, tu sais, y a-t-il du vin dans la sauce au coq au vin ou dans le veau au marsala? Ah oui, il y en a, c'est écrit, coq au vin, tu sais. Et vous en pas, là. Vous ne sortirez pas d'ici à quatre pattes. Là. Il n'y a plus d'alcool là-dedans. Là. Mais en matière de religion, on ne peut pas trop estimer. Hein? Le prophète a dit pas de vin, pas de vin. Ouais, ben, moi, j'ai bien beau penser que c'est pas grave parce que l'alcool s'est dissipé. Si elle a dit, le prophète a dit, ben, ferme ta gueule, puis dis à madame, prends autre chose parce qu'il y a du vin là-dedans. Et donc, là, c'est l'exact opposé. Alors, elle cache son identité derrière un voile. Lui, c'est un party animal. Il cache son identité derrière un masque. On voit tout son visage, sauf les yeux, alors qu'elle, elle cache tout le visage, sauf les yeux. Méditez là-dessus. Peut-être reconnaîtrez-vous notre chère souveraine. J'avoue, j'ai une dévotion particulière pour Élisabeth II d'Angleterre, même si je ne suis absolument pas monarchiste et que je trouve que ce genre d'institution mériterait de disparaître. Mais pour la personne d'Élisabeth, j'ai un profond respect parce que ça n'a vraiment pas été facile, son histoire. Elle s'est retrouvée là d'Angleterre, peut-être que vous connaissez l'histoire, mais dans des circonstances complètement hors de sa portée, inattendues, très jeune. Et peu importe ce qu'on pense de la royauté britannique en général, je trouve que la personne d'Élisabeth mérite tout notre respect. Et chaque année, j'écoute religieusement son discours à la nation qu'elle fait à Noël. C'est toujours un beau moment et c'est une personne profondément spirituelle, j'en suis convaincu. Je l'ai faite d'ailleurs avec une auréole, ce qui est un petit clin d'œil parce que dans la religion anglicane, il n'y a pas de saints, c'est dans les catholiques qu'il y a des saints. Alors, c'était un peu un petit clin d'œil pour mettre en perspective des choses qui, en principe, ne vont pas ensemble, ce qui est un peu toujours une thématique chez moi. Alors, on achève maintenant cette petite présentation de mes tableaux. Ah, lui, j'aurais pas dû le mettre, là. C'est à la vie, à la mort. Cet œuf au centre représente une vulve flamme. C'est le principe féminin. La vie, grouillante, surmontée d'une tête de mort, tout bêtement. Mais les deux sont unis. Ça fait comme une espèce de personnage, car la vie et la mort sont indissociables. Un de mes derniers projets, juste pour vous montrer un peu la technique que j'utilise pour faire un portrait. J'ai pris ici le portrait de Greta Thunberg et je l'ai pixelisé, donc à très très basse résolution. Parce que quand je fais un tableau, c'est comme si je faisais une photo à 28 pixels de résolution, ce qui est 2 fois moins qu'une résolution minimale d'une photo ordinaire. Alors, comme ça, ben, j'ai une idée de comment je vais pouvoir disposer les bouchons en fonction de leur couleur. Je tiens à préciser d'ailleurs que c'est toujours des bouchons, c'est la couleur naturelle du bouchon. Ça fait partie du défi. Ça a une certaine valeur spirituelle pour moi parce que je ne les coupe pas, je ne les modifie pas, je les prends tels quels. Il n'y a pas de bons ou de mauvais bouchons, il y a des bouchons qui sont à leur place ou non. Et dans une composition, parfois, il s'agit de changer un bouchon de place et ça modifie l'ensemble de ce qu'on voit.
Alors, voici le résultat final donc, de cette étude du portrait de Greta Thunberg. J'ai laissé les deux bouchons ici pour les yeux qui sont amovibles. Tout le reste est collé, là, ça ne bouge pas. Mais ces deux-là, je peux les mettre ou les enlever. Elle a donc son regard tranquille ou son regard perçant. Et Dieu sait que Greta a un regard perçant puisqu'elle nous a beaucoup touchés l'an dernier, avant le COVID. Là, on ne parle rien de ça à faire, là, mais ça a été pas pour rien qu'elle a été nommée personnalité de l'année du Times. J'ai eu également le plus profond respect pour cette jeune femme. Alors, ça ici, j'ai fait des plus. C'est plus rigolo, là. C'est des petits formats que j'ai fait qui étaient plus abordables pour les gens, des poissons, ainsi de suite. Donc là, OK. Là, je vous avoue que c'est un document que j'avais préparé en vue de faire une conférence plus artistique et pas seulement orientée sur le spirituel. Et ici, c'est comme une explication du phénomène qu'on appelle des bâtonnets, le phénomène du mélange optique. Quand on regarde mes tableaux de près, on ne les voit pas. Il faut vraiment se reculer ou les regarder dans son téléphone parce que le bouchon est très gros. C'est comme un pixel, finalement. Et si on n'a pas suffisamment de recul, c'est très confus. Alors, comme dans la vie, ça prend du recul pour voir l'ensemble. Quand on est collé dessus, on ne le voit pas. Et ce qui explique ce phénomène-là, c'est le phénomène ici des bâtonnets qui font une synthèse de l'image qu'on voit devant nous. Voilà, ici c'est en gros le photorécepteur et la cellule pigmentée. Bon, je vais revenir dans mon écran. OK. Alors, écoutez, un tableau de Signac, célèbre pointilliste, donc qui a précurseur, en quelque sorte, de la technique que j'utilise, parce que c'est par le mélange optique des différentes couleurs qu'on réussit à créer. Ici, on voit, en gros plan, on voit juste des petites taches de couleurs. Il faut se reculer pour voir l'ensemble. Et voilà un exemple de trame. On voit bien le même rapport que j'ai avec les points. Et on revient à l'image de départ. Alors, j'aimerais terminer cette présentation avant qu'on passe aux commentaires et questions. Un peu par ce par quoi j'ai commencé. Où suis-je? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, Louis, on t'entend. OK, parce que moi, je ne vous vois plus. Je ne sais plus où est-ce que je suis. Alors, écoutez, même si je ne me vois pas... Ah, OK, je l'ai retrouvé. Voilà. Alors, j'ai commencé donc cette intervention en remerciant Lynn et Gaétan et le livre Durantia. Et comme je vous dis, je ne sais pas où est-ce que je serais. Quand j'ai rencontré mon deuxième psychiatre, il y a à peu près 6 ans, j'avais 52 ans, 30 ans après avoir été diagnostiqué, il a regardé mon dossier, je lui ai conté mon histoire, à peu près la même histoire que ce que je viens de vous conter, avec peut-être un peu plus de détails. Et il m'a regardé, il m'a dit, Monsieur Prudhomme, félicitations. C'est très rare les gens comme vous qui sont encore vivants à votre âge. Et je le dois, je crois, essentiellement au livre Durantia, qui est venu mettre de l'ordre dans ma folie. Je le dois à Gaétan et à Lynn qui m'ont encadré dans ce livre Durantia-là. Sans eux, sans l'extraordinaire compréhension de Gaétan, qui est vraiment formidable, Lynn aussi, là, tu sais. Mais sans eux, j'aurais peut-être pas embarqué dans le mouvement comme j'ai embarqué par la suite. C'est leur générosité qui m'a amené, c'est leur exemple qui m'a amené à m'impliquer, même si je m'implique moins un peu depuis quelques années. Là, mais là, l'horaire commence à être grand. Là, je vais peut-être pouvoir commencer à m'impliquer un peu plus. Et je voudrais donc profiter de l'occasion pour les remercier. Et puis, je garde quand même de mes années pré-urantiennes un petit peu de superstition. Tu sais. Là, on verra peut-être pas bien, là, mais je tirais au tarot puis je lisais les cartes, les lignes de la main. Puis on verra pas bien ici, mais ça, c'est la main gauche, c'est le destin. C'est ce qui est censé être. Et ma ligne de vie, là, elle s'arrête ici. Par contre, dans la main droite,
ma ligne de vie, elle se rend jusqu'à 90 ans. Alors qu'ici, à 40 ans, justement. Et j'ai donc cette intime conviction que si je suis là ce soir, c'est grâce au livre du Rancia. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été patient avec moi, de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop lourd. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, on est rendu là, je pense. On t'aime, Louis. Merci. Gilles. Merci beaucoup, Louis, pour ton partage. La semaine passée, je disais dans le livre du Rancia, les causes de la chute de Judas. Une des choses qui ne faisait pas, qui m'a vraiment ébranlé, comment ça qu'il ne faisait pas ça? Une des choses qui le fait chuter, c'est la non-confiance qui faisait pas avec ses apôtres, avec les autres apôtres. Il ne faisait pas confiance aux autres apôtres. Il ne partageait rien. Il ne confiait rien. Puis, je te remercie pour la confiance que tu nous donnes, le cadeau que tu nous donnes, ton partage. On voit que ça me touche, moi, ça me touche beaucoup. Alors, j'aimerais atteindre un jour le degré de confiance que tu as dans les hommes, le degré de confiance que tu as envers Dieu aussi. Alors, aujourd'hui, on est une cinquantaine de personnes qui partagent leur confiance, qui partagent leur Dieu d'amour. C'est des choses les plus intimes dans ta vie, c'est partager ta foi, c'est partager tes croyances, c'est partager Dieu. Ça, c'est très intime. Alors, te partager ton intimité avec Dieu, c'est une des choses les plus importantes dans la vie. Alors, je te remercie pour le cadeau et toutes les autres aussi, pour le cadeau que vous me donnez aujourd'hui. Quelqu'un d'autre? Samuel? Merci, Lynn. M'entendez-vous bien? Très bien. Alors, déjà, je suis très heureux. Je me suis levé exprès ici, il est 4 heures du matin. Nous sommes à 20 000 kilomètres de distance. Et avec la technologie, le monde devient de plus en plus petit. Et très heureux de voir mes frères et sœurs québécois. Il y a 18 ans en arrière, les premiers à m'avoir répondu lorsque j'ai découvert le livre du Rancia, c'est Lynn et Gaëtan. Et vous avez publié mon premier texte que j'avais écrit à la main, posté par la poste. Vous l'avez publié dans le Réflectivité. Alors, j'aurais bien voulu parler du pauvre Judas, qui quand même s'est pendu au bout de sa ceinture à cause d'un profond regret, parce qu'il faut toujours garder à l'esprit que Judas a profondément regretté ce qu'il avait fait. Mais je ne vais pas parler de ça parce que j'ai entendu Louis Prudhomme qui a parlé de bipolarité. Et moi, Louis, je vais te raconter quelque chose. J'ai perdu ma maman, j'avais 3 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 45 ans. Ma maman est décédée. Ma maman s'est suicidée parce qu'elle était bipolaire. Bipolaire, dépressive sévère et alcoolique chronique. Donc, mon papa m'a éduqué à partir de l'âge de 3 ans. Et pendant toute mon éducation, Louis, j'ai entendu mon père me dire « Ah, t'es comme ta mère, Samuel, t'es bipolaire ». Je me suis très tôt rendu compte que j'avais des fluctuances dans mes émotions, dans mes caractéristiques de caractère, c'est-à-dire passer dans des extrêmes de profonde mélancolie et puis passer dans l'autre extrême d'un enthousiasme débordant. Mais j'y ai jamais, comment dire, j'ai poursuivi ma vie sans réellement y attacher une réelle attention. Ce n'est qu'à partir de mes 40 ans, quand j'ai commencé
à faire un bilan des pots cassés par rapport à cette maladie qui chamboule et qui cause des problèmes dans nos relations avec les autres. Et moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé. Alors, ce livre, ça s'appelle « Vivre heureux avec les hauts et les bas » du docteur Antouche. Donc, ça s'écrit avec un H-E-N, Antouche. Mais j'ai dû apprendre, Louis, et je suis sûr que pour toi, c'est pareil, j'ai dû apprendre à être conscient de moi-même, conscient de mes émotions, 24 heures sur 24, pour avoir la possibilité de prévenir plutôt que de guérir. J'ai dû faire attention à moi-même continuellement et j'ai été très touché par ton partage. Il nous reste 4 minutes avant le prochain conférencier. S'il y a quelqu'un, je vais vous laisser une chance. S'il y a quelqu'un qui aimerait dire quelque chose, Pierre-Joseph? Rapidement, parce que je suis très touché et franchement, c'est des beaux partages. Donc, rapidement, j'étais psychomotricien, donc thérapeute en psychomotricité. Après, j'ai fait de l'accompagnement de personnes adultes en problème de handicap à la fois, des fois mental et psychique. Donc, et voilà. Et une fois, je suis tombé sur un monsieur qui avait fait, donc, il avait fait de l'hôpital psychiatrique suite à une problématique donc de séparation, etc. Et donc, il revenait d'un parcours de dingue avec des cachetonnés à fond et il disait, moi, je suis psychotique, pragmatique, et puis il devait gérer son angoisse existentielle. C'est la problématique du psychotique, c'est tout est bâti sur du vide, sur de l'angoisse. Et donc, il faut toujours... c'est quelque chose d'énorme. Et donc, du coup, moi, je l'accompagnais. Au bout de quelques années, il y avait vraiment une grande confiance. Et à un moment donné, donc, il avait essayé, il avait des recettes partout pour conjurer son angoisse dès le matin. Tout était organisé pour qu'il puisse tenir sa vie debout pendant une journée déjà. Et c'était quelqu'un de très courageux. Enfin, bref. Et donc, il a essayé des techniques. Et puis, il s'est intéressé à la religion, à Dieu, et il a côtoyé un peu les évangélistes, mais il trouvait que c'était compliqué, puis toujours des textes. Et alors, finalement, à un moment donné, même si j'étais professionnel, on ne doit pas trop parler des questions religieuses. Et je me dis quand même, ce gars-là, je vais lui parler du livre. Je lui dis, moi, je connais un livre, parce qu'on ne doit pas parler de soi-même non plus. Et donc, je te propose ça, sauf que lui, il était limité pour comprendre, déjà, quand on a... Il avait un très bon langage, etc. Mais au niveau de la compréhension des mots, il y avait des fois, ce n'était pas facile. Donc, on se voyait régulièrement chez lui et il regardait les thèmes qui l'intéressaient, l'âme, la personnalité, etc. Pierre, tu peux me... Et on lisait tous les deux, je lui lisais. Et l'année d'après, au bout d'un an, il est devenu pragmatique. Il s'est mis à repeindre sa maison. Jamais il pouvait toucher à quelque chose de la matérialité, parce que ce qu'on appelle la réalité, qui est une illusion, mais il ne pouvait pas, il n'avait pas la confiance. Et ça l'a nourri. Il prenait certaines prières, il prenait certains repères. Et franchement, mais il a fallu quand même partager. Et donc, ça me touche ton histoire et puis celle de Samuel, parce que en fait, ça montre bien que ce mysticisme-là, moi je dis, on doit être des mystiques laïques, et je pense que il y a quand même quelque chose, une colonne vertébrale, quelque chose
qui est différent de la religion conjurationnelle où on n'a pas fini, on n'arrête pas de gérer d'angoisse existentielle. Là, il y a autre chose qui se passe. Pierre-Joseph, je dois te quitter, je dois te couper.